Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on attende une petite minute, le temps que tout le monde se connecte, que les personnes arrivent, et puis on va commencer à ce moment-là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence aujourd'hui. Merci beaucoup d'être présents avec nous pour participer du coup à ce webinaire qui est organisé par l'IECD avec la participation de l'AFD sur comment accompagner les jeunes vulnérables vers des choix éclairés et puis sécuriser leur parcours vers une insertion choisie et durable. Donc, moi, je m'appelle Camille Gauthier, je suis la responsable du programme éducation et orientation à l'IECD et je suis ravie d'animer ce webinaire avec l'aide de Marie Le Graveran. Tout d'abord, je vous propose de rappeler quelques chiffres parce que à l'échelle mondiale, donc les défis sont considérables. Selon l'UNESCO, on a encore près de 30% des jeunes qui sont non scolarisés dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et ces taux, ils dépassent près de 50% lorsqu'on parle du niveau secondaire, donc c'est-à-dire collège-lycée. Cette réalité elle pose d'abord la question de l'accès à l'éducation et puis de l'acquisition des compétences qui sont indispensables pour réussir et s'insérer par la suite. Mais seule la question de l'accès, euh, enfin, la question de l'accès à elle-même ne suffit pas, puisque pour les jeunes qui sont scolarisés, les parcours ils restent souvent fragiles dans de nombreux pays encore d'Afrique subsaharienne, mais moins de 20% des jeunes ont accès à un dispositif d'orientation scolaire. Et donc, faute d'informations, d'accompagnement et de projection, bah, beaucoup de jeunes avancent dans le système éducatif sans repère et ça fragilise leur parcours, ça fragilise leur transition entre le lycée et la formation professionnelle ou bien encore le lycée et l'enseignement supérieur. Et donc ça augmente les risques de décrochage. Et ces ruptures de parcours, elles ont un coût humain qui est quand même fort, un coût social également, et puis un coût économique. Selon la Banque mondiale, réduire le décrochage scolaire de 10%, ça pourrait générer entre 1 à 2 points de, de PIB supplémentaires dans les pays en développement. Ça souligne à quel point investir dans la sécurisation des parcours éducatifs, c'est vraiment un enjeu qui est stratégique au-delà de la seule question éducative elle-même. Donc, dans ce contexte, l'orientation, elle se limite pas à un simple choix de filière à un instant T, mais ça constitue un levier qui est structurant et qui permet aux jeunes de mieux se connaître, de comprendre les débouchés, et puis aussi de donner du sens à leur apprentissage, et puis de faire des choix qui sont réalistes et puis progressifs. Donc ici, la question, c'est pas seulement de comprendre pourquoi est-ce que l'orientation, elle est importante, mais la question, c'est surtout euh, de, de savoir comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre l'orientation dans des contextes qui sont fragiles et avec des profils de jeunes qui sont très différents d'un pays à un autre. C'est précisément à cette question que l'IECD elle répond à travers du coup ces projets et des contextes variés, comme je viens de le dire. Et nos expériences terrain, elles montrent vraiment que l'orientation, elle est d'autant plus efficace lorsqu'elle est intégrée dans des parcours qui sont structurés, qui combinent accompagnement individuel, développement des compétences et, euh, et puis aussi mise en situation concrète. Euh, par exemple, pour les jeunes scolarisés, l'objectif, ça va être de relier l'école à des perspectives d'avenir, de renforcer l'engagement scolaire et puis de sécuriser les transitions. Et puis pour les jeunes qui sont en rupture, l'orientation, ça devient plutôt un cheminement de remobilisation qui permet de reconstruire la confiance et puis de développer les compétences clés pour faire émerger des projets d'insertion qui soient réalistes.
Notre webinaire aujourd'hui, il va s'articuler autour de 4 questions à se poser pour faire de l'orientation un levier clé pour la réussite des jeunes. Pour y répondre, on vous propose un tour d'horizon de ce qui fonctionne à travers des éclairages très concrets euh, qui sont issus de l'expérience des équipes des Semeurs d'Avenir sur le terrain, au Liban, à Madagascar, en Tunisie et puis en République centrafricaine. On aura également le regard d'Alexandre Berton du Murgier, de l'Agence française de développement, qui apportera une mise en perspective sur ces enjeux qui sont systémiques et puis euh, également une mise en perspective des politiques de financement en matière d'éducation, d'orientation et d'insertion. Le format, il est assez court, on a 1 heure devant nous, donc volontairement, les interventions, elles seront assez restreintes. Euh, on aura une session de 15 minutes à la fin de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention, des interventions dans le chat, enfin dans le chat du coup conversation. Ce chat, il sera animé par Marie. Et voilà, les questions, les remarques, les commentaires, n'hésitez pas à y poser. On fera une sélection de certaines questions ou remarques à la fin pour y répondre. Et puis, si jamais ces questions ou remarques ne sont pas traitées, on fera une synthèse de tous ces éléments qu'on aura discutés et on vous les enverra dans les prochains jours. Je vous propose de commencer ce premier temps d'échange avec la question clé, comment faire de l'orientation un maillon gagnant entre l'école et l'insertion? Pour répondre à cette question, nous nous rendons dans les zones rurales de Madagascar, où seuls 16% des élèves achèvent le collège et 7% le lycée. Donc ici, sécuriser les parcours scolaires, ça ne se fait pas uniquement à l'école. Ça passe notamment par l'implication des familles qui sont étroitement liées au choix d'orientation des jeunes. Pourtant, à Madagascar et notamment dans les zones rurales, 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et donc ça limite considérablement la capacité des ménages et des parents à accompagner les jeunes dans leur choix d'orientation et puis leur choix de carrière. Caroline, tu es chef de projet à l'IECD Madagascar. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que dans le projet CERES, qui propose un accompagnement résidentiel et intégral aux jeunes de la 5e à la terminale, est-ce que vous travaillez avec les parents pour les impliquer dans le parcours d'orientation des jeunes? Merci Camille de me donner la parole. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, en effet, je vais vous parler d'un levier essentiel dans l'accompagnement des jeunes du projet CERES, c'est l'école des parents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 70% des jeunes qui sont accompagnés par le projet CERES qui déclarent se sentir capables de parler de leur projet de vie avec leurs parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des jeunes qui sont suivis par le projet, plus de 7 sur 10, se disent à l'aise de parler de leurs études, de leur futur métier avec leurs parents. Comment on arrive à ce résultat-là? C'est en partant un peu d'un postulat assez facile. Un parent informé ne décidera pas à la place de son enfant, il l'aidera à choisir son chemin. Depuis 20 ans, le projet accompagne des jeunes, donc issus de zones rurales à Madagascar, pour faciliter leur accès à l'éducation, les aider à construire un projet de vie et sécuriser leur parcours scolaire. Avec le temps, le projet il a dû changer pour évoluer et pour répondre toujours mieux à ses besoins. Mais il a quand même conservé un principe qui est assez fort et clé, c'est qu'un accompagnement durable est difficile sans l'implication des familles et en particulier des parents. Et c'est vraiment dans cette optique qu'a été créée l'école des parents. Concrètement, pour vous en dire plus, c'est quoi une école des parents? En fait, c'est une rencontre qui est organisée 1 fois par trimestre entre les parents des jeunes bénéficiaires d'un internat, les conseillers d'orientation et d'employabilité du projet et les éducateurs qui accompagnent les jeunes dans cet internat. Ces réunions, c'est un temps d'échange autour de thématiques qui sont essentielles, telles que l'orientation scolaire et professionnelle. Par exemple, le trimestre dernier, on a abordé la thématique du monde du travail à Madagascar. C'est l'occasion pour les conseillers en orientation de parler des métiers porteurs en 2025-2026. Ces temps, ils sont particulièrement importants pour les parents qui vivent ici en zone rurale à Madagascar, mais ça pourrait se faire dans n'importe quel pays. Parce que ces parents, en fait, ils sont, pour certains, jamais été scolarisés. Pour d'autres, ils ont quitté l'école très tôt, parfois dès le primaire. Et souvent, ils se sentent pas légitimes aussi parce qu'ils ne connaissent pas différents métiers. À Madagascar, par exemple, beaucoup de parents connaissent les métiers de la fonction publique et ils pensent que c'est les voies les plus sûres pour l'avenir de leurs enfants. Donc, en ayant ces écoles de parents, on leur permet d'exposer d'autres possibilités et du coup que les parents puissent comprendre ces métiers et en parler avec leurs enfants.
Ça permet donc quoi? De renforcer les connaissances du système éducatif, de renforcer la connaissance des métiers et les parcours possibles pour accéder à ces métiers. Donc, l'école des parents contribue vraiment à élargir une vision des opportunités et de surtout les aider à tenir un discours qui va être encourageant, plus informé et plus motivant vis-à-vis de leurs enfants. L'impact, il est visible et il est concret au CRS. Il y a des parents qui régulièrement sollicitent des rendez-vous ou appellent les conseillers d'orientation et d'employabilité du projet. Ils veulent discuter de l'orientation de leurs enfants, ils veulent être rassurés sur les débouchés aussi professionnels de leurs enfants, ou plus simplement, ils veulent essayer de comprendre le métier, et expliquer ce que c'est un développeur informatique ou un responsable de communication. Pour vous donner un peu un exemple, le projet, il accompagne une jeune fille qui s'appelle Diary. Elle est accompagnée depuis qu'elle est en cinquième. Aujourd'hui, elle est en première au lycée. Elle a pas de papa. Son papa est parti quand elle était très jeune. Elle est la dernière d'une fratrie de 4 enfants, de 4 filles. Et sa maman, elle est agricultrice en zone rurale. Sa maman, elle connaissait pas du tout le métier d'ingénieur informatique. L'année dernière, elle a suivi l'école des parents. Elle a découvert que c'était le métier que sa fille voulait faire. Et aujourd'hui encore, depuis, elle s'implique activement pour comprendre comment accéder à ce métier, quel est le type de carrière que sa fille peut avoir, le choix de série de sa fille au lycée, et même les universités que Diary devra faire pour accéder à ce poste d'ingénieur informatique. Ça reflète quoi cette histoire? Ça reflète qu'un changement majeur s'opérera si les parents sont plus informés, sont plus engagés et sont plus confiants dans l'accompagnement du projet. Et ça, vraiment, depuis 20 ans, le projet, il continue d'évoluer, il évolue dans ses activités, il évolue dans sa manière d'accompagner les jeunes pour toujours mieux les accompagner. Mais il y a vraiment un principe qui reste, c'est de continuer d'accompagner les parents parce que la connaissance des parents, pour le CRS, en tout cas, c'est un des outils les plus puissants dans l'orientation pour un jeune. Je vous remercie pour votre écoute. Je te rends la parole, Camille. Merci beaucoup, Caroline. C'est un très beau témoignage et en effet qui montre que lorsqu'un jeune est vraiment soutenu par sa famille et qu'il se sent accompagné, il est beaucoup plus à même de rester engagé dans sa scolarité et c'est beaucoup plus simple pour lui dans la suite de son parcours. Euh, mais pour beaucoup de jeunes, il y a une autre question qui est décisive. C'est à quoi va me servir ce que j'apprends? Et du coup, nous partons au Liban maintenant, où la crise économique et sociale a fortement fragilisé les parcours des jeunes, puisqu'aujourd'hui, près de 3 jeunes sur 10 ont interrompu leurs études et le chômage des jeunes, qui est compris entre 40 et 48%, illustre la fragilité de la transition entre l'école et l'emploi. Et à ces difficultés conjoncturelles s'ajoute un défi un peu plus structurel, qui est que les programmes scolaires, ils ont été peu rénovés depuis la fin des années 90, et donc ils sont encore largement déconnectés des réalités économiques, et ils proposent pas d'accompagnement à l'orientation, ou très peu. Et donc, dans ce contexte, l'orientation, ça devient vraiment un levier qui est essentiel pour relier l'école aux compétences et puis les perspectives d'insertion, notamment lorsqu'elle est pensée de manière expérientielle. Eddy, toi, tu es responsable de programme au sein de Summer d'Avenir Liban. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que votre équipe elle a mis en œuvre cette approche au sein du projet Jana? Et puis en quoi est-ce qu'elle permet aux jeunes de mieux se projeter dans leur avenir? Merci Camille et bonjour tout le monde. Je vous présente aujourd'hui notre intervention au Liban sur l'orientation professionnelle dans le cadre du projet Jana par la mise en place des ateliers techniques pour explorer et découvrir les métiers. En fait, les ateliers techniques jouent un rôle central dans l'accompagnement des élèves vers une meilleure compréhension de leur avenir professionnel. En leur offrant un accès concret à différents métiers et secteurs porteurs, ces ateliers permettent aux jeunes de dépasser une vision abstraite du monde du travail. À travers des modules pratiques comme le coding, l'électricité, l'hôtellerie, le graphic design, l'agriculture, robotique, soit infirmier ou autres secteurs d'avenir, les élèves découvrent la réalité des professions, leurs exigences, leur environnement de travail, ainsi que les compétences nécessaires pour y réussir. Cette exploration active élargit leur horizon et les aide à mieux connaître les opportunités existantes, en particulier dans un contexte où l'accès à l'orientation professionnelle reste limité, voire inexistant. Au-delà de la simple découverte des métiers, les ateliers permettent aux élèves de se tester concrètement, en manipulant des outils, en réalisant des activités pratiques et en résolvant des situations proches de la réalité professionnelle. Les jeunes peuvent identifier leurs intérêts, leurs attitudes et leurs points forts. Cette approche par l'expérimentation favorise une meilleure connaissance de soi. Les élèves prennent conscience de ce qui les motive, de ce qu'ils aiment faire et des compétences qu'ils souhaitent développer.
Encadrés bien sûr par des formateurs spécialisés et accompagnés par des conseillers d'orientation, ils évoluent dans un cadre sécurisant qui leur permet d'essayer, de se tromper, d'apprendre et de progresser. Chaque atelier est par ailleurs équipé des outils, de matériel et d'infrastructures nécessaires afin d'offrir aux élèves une expérience pratique de qualité, la plus proche possible des conditions réelles du monde professionnel. Par exemple, les ateliers d'hôtellerie disposent d'une cuisine pédagogique entièrement équipée, permettant aux jeunes de se familiariser avec les normes, les gestes et l'organisation propre au métier de la restauration. Les formations en électricité, robotique ou agriculture sont également soutenues par les équipements techniques adaptés, des kits spécialisés ou du matériel professionnel pour garantir un apprentissage concret et immersif. Enfin, ces ateliers s'inscrivent dans une démarche globale de réflexion autour du projet personnel et professionnel de chaque élève. Le temps de retour d'expérience, combiné aux tests d'intérêt et aux échanges avec les équipes éducatives, aide les jeunes à donner du sens à ce qu'ils ont vécu. Il est important de souligner que ce projet ne comporte pas de résultats négatifs pour les élèves. Les ateliers techniques offrent un espace sécurisé d'exploration, sans enjeu académique ni pression de réussite. Soit le jeune découvre un domaine qui lui plaît, dans lequel il se reconnaît et choisit de s'investir et s'engager davantage, soit il réalise que le métier ou le secteur ne correspond pas à ses attentes ou à ses capacités. Dans les deux cas, l'expérience est positive. Elle permet soit de confirmer un intérêt, soit d'éviter une orientation inadaptée ou une décision future coûteuse. En testant plusieurs options avant de s'engager dans un parcours long, les élèves gagnent en clarté, en confiance et en maturité dans leur choix d'orientation. Je donne l'exemple de Jamal, un jeune de 18 ans, issu d'une famille syrienne réfugiée, et s'est inscrit au projet Jannah afin de bénéficier du programme éducatif proposé. Lors du suivi, il a apparu que Jamal présentait un risque élevé de décrochage scolaire, avec 3 ans de retard. Il avait des difficultés à s'intégrer dans un groupe de pairs plus jeunes, ce qui impactait négativement ses résultats scolaires et fragilisait son estime de soi. Au cours de son parcours au sein du projet Jannah, Jamal a participé aux différents ateliers de découverte, spécialement loterie-électricité. L'accompagnement de la conseillère d'orientation, combiné aux activités pratiques, lui a permis de reprendre confiance en lui et de raviver l'espoir d'un avenir meilleur, en l'aidant à construire un projet professionnel concret qu'il a progressivement commencé à mettre en œuvre. Aujourd'hui, Jamal est inscrit dans une formation technique en électricité dans un lycée technique public de la région. Très motivé, il se montre pleinement engagé dans cette voie qu'il a choisie lui-même. L'intégration des thématiques transversales, telles que l'introduction à l'entrepreneuriat et l'usage responsable de l'intelligence artificielle, renforce encore la capacité des élèves à se projeter dans un monde de travail en constante évolution. Ainsi, les ateliers techniques ne se limitent pas à l'acquisition des compétences de base. Ils constituent un véritable levier pour accompagner les jeunes dans la construction d'un parcours d'orientation cohérent, motivant et adapté à leurs aspirations. Juste un chiffre, 90% des jeunes se sentent plus confiants vis-à-vis de leur parcours professionnel après participation aux ateliers, contre 10% juste avant la participation. Merci. Merci, Eddy. Tu termines avec un chiffre qui est bluffant et en effet, c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on peut, à travers ces ateliers professionnels, relier les apprentissages aux métiers qui sont porteurs. C'est vraiment 2 témoignages qu'on vient d'écouter qui montrent que dans des contextes très différents, l'orientation permet vraiment de renforcer l'engagement des jeunes et réussir, et sécurise leur parcours. Mais c'est vrai que même lorsqu'ils arrivent à la fin de leur parcours secondaire, donc à la fin du lycée, même lorsqu'ils arrivent jusqu'au baccalauréat, il y a encore des enjeux, les parcours restent encore fragiles, notamment dès lors qu'on souhaite poursuivre vers l'enseignement supérieur. Pour les jeunes les plus vulnérables, il y a un risque élevé de rupture et la question suivante devient cruciale, c'est comment est-ce qu'on sécurise justement cette transition? Et c'est ce qu'on va explorer. On retourne à Madagascar maintenant, où seuls 2% des jeunes accèdent à l'enseignement supérieur. Pour ces jeunes bacheliers vulnérables, l'entrée à l'université, donc comme je l'ai dit, c'est souvent synonyme de rupture, faute de moyens financiers, faute de préparation, de projets clairs ou encore de compétences adaptées. Et du coup, on va voir avec François-Xavier, tu es chef de projet à l'IUCD Madagascar. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que dans le projet Sésame, qui accompagne les jeunes bacheliers jusqu'à la fin de la licence, est-ce que l'orientation elle est travaillée pour sécuriser justement cette transition entre le lycée et l'enseignement supérieur?
Oui, bonjour Camille, bonjour à vous tous. Alors voilà, nous, on accompagne les jeunes grâce à notre année préparatoire. L'année préparatoire, ce n'est pas une idée nouvelle. Il y avait dans les plus anciennes universités, entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, une grade de méthode, de prérequis, d'initiation, avant de se spécialiser dans les facultés dites supérieures comme le droit ou la médecine ou voilà, je ne sais quelle autre matière. Et donc, l'IECD a tout simplement actualisé et modernisé ce concept que l'on appelait auparavant année propédeutique pour l'orientation du jeune. Donc, pendant cette année préparatoire, l'orientation se travaille grâce à la connaissance de soi, ça va être le parcours de développement personnel, mais aussi grâce à la connaissance des métiers et du monde professionnel, c'est ce que l'on va appeler donc, le parcours professionnel. Et nous verrons enfin en quoi le parcours académique est indispensable à l'orientation. Donc, pour commencer avec le développement personnel, on va demander aux jeunes de rédiger son projet de vie. Donc, il va débuter un travail sur son histoire personnelle, comprendre son passé, ses origines, pour mieux se connaître. Puis, il va identifier ses compétences, ses talents, mais aussi tous ses points à améliorer ou à renforcer. Et voilà, et donc, tout au long de l'année préparatoire, plusieurs jurys vont venir challenger le jeune pour approfondir, creuser, rectifier ce projet de vie jusqu'au jury final. Donc, grâce à ce parcours, 98% des jeunes déclarent connaître ses talents et ses valeurs à la fin de l'année préparatoire. Donc, une fois que le jeune a travaillé sur son identité, sur la question de qui suis-je, il va pouvoir découvrir les métiers qui lui correspondent. De nombreux professionnels interviennent ici sur le campus, des ressources humaines, banquiers, hôteliers, pour présenter ce qu'ils font dans leur quotidien, leurs compétences. Nous organisons un stage, vient finaliser l'année préparatoire, un stage de 4 semaines. Donc, je repense à cette jeune fille Josée de Madagascar, orpheline de père et sœur de 5 frères et sœurs, qui avait comme projet de devenir journaliste. Et voilà, dans le cadre de ce parcours pro et d'une intervention d'une DRH d'une banque sur le campus, elle choisit de s'orienter dans les ressources humaines. Elle va effectuer son stage, elle travaille comme assistante de recrutement. Voilà, donc enfin l'orientation ici passe également par le parcours académique et c'est très important. Même un projet bien défini, un jeune peut rencontrer donc, des difficultés ou même échouer s'il ne dispose pas de base solide pour réussir ses concours d'entrée à l'université ou même tout simplement se maintenir pendant ses études. Donc nous leur transmettons évidemment des connaissances et des compétences, mais aussi, c'est important, à être autonomes, à gérer leur temps, à avoir la bonne méthodologie, à savoir s'ils ont une mémoire auditive ou visuelle, voilà. Et on s'appuie beaucoup sur la pédagogie active pour responsabiliser le jeune et qu'il soit acteur de sa formation. Voilà les 3 leviers que nous avons ici. Nous déployons pendant l'année préparatoire pour accompagner le jeune. Et pour finir, c'est le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. L'orientation rime avec le temps long. Voilà, aujourd'hui, on veut rationaliser, on veut optimiser. Le temps est nécessaire et incompressible pour mûrir un projet qui va durer plus de 40 ans. Voilà. Donc, il faut du temps. Et c'est vraiment grâce à ces 10 mois qu'aujourd'hui, 97% des jeunes ont un projet de vie professionnel en cohérence avec leurs capacités et leurs envies. Voilà, Camille, ce que j'avais à te dire et à vous dire. Merci beaucoup, François-Xavier. C'est super intéressant. Et donc, en effet, ça montre que, et tu viens de le dire, hein, l'orientation, c'est pas seulement un choix qui est fait à l'instant T, mais un processus qu'il faut accompagner, en particulier dans les moments de transition les plus sensibles. Malheureusement, pour de nombreux jeunes, ces ruptures, des ruptures ont déjà eu lieu et donc les jeunes ne sont pas arrivés jusqu'à à la fin du secondaire, à la fin du lycée. Et donc, on entre dans notre 3e temps. L'enjeu ici, c'est plus de prévenir le décrochage, mais de permettre la remobilisation progressive des jeunes vers un projet d'insertion qui soit réaliste.
Et donc, on va se poser la question maintenant, comment est-ce qu'on peut remobiliser ces jeunes en situation de décrochage? C'est une question qui est prégnante en Tunisie où 100 000 jeunes environ décrochent chaque année du système éducatif. Un quart des 15-29 ans sont sans emploi, ni formation, ni éducation. Et ces jeunes, ils cumulent souvent rupture scolaire, perte de confiance en eux, absence de perspective professionnelle. C'est un peu compliqué. Radija, est-ce que tu peux nous expliquer, donc toi tu es coordinatrice pédagogique à l'IECD Tunisie, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'au sein du dispositif national de la Nouvelle Chance, l'orientation elle passe d'abord par l'expérience en entreprise pour permettre à ces jeunes de tester la réalité des métiers et puis potentiellement justement de déconstruire certaines représentations qu'ils en ont. D'accord. Bonjour tout le monde. Merci Camille pour cette introduction. Et avant de répondre à ta question, j'aimerais poser une petite question à tout le monde avec nous aujourd'hui. Alors, si vous vous rappelez de votre premier travail, était-il vraiment comme vous l'aviez imaginé? Vous pouvez simplement répondre par oui ou non dans le chat. Non. Un grand non. Bien sûr que non. Non. Merci beaucoup pour vos réponses. En fait, je me sens moins seule maintenant. Et c'est exactement ce que j'ai vécu personnellement. Et ce décalage entre nos attentes et la réalité, c'est ce qui m'amène à parler aujourd'hui d'un levier très concret pour les jeunes au dispositif national de la Nouvelle Chance, c'est les périodes d'immersion professionnelle. Ces stages permettent de transformer l'incertitude en projet et l'expérience en insertion durable. Alors derrière ces chiffres présentés par Camille et dans les slides, il y a des jeunes qui ont perdu confiance, des jeunes qui ont décroché parfois depuis longtemps, et souvent ce décrochage se prolonge à l'âge adulte. C'est à ces jeunes que s'adresse le dispositif national de la Nouvelle Chance en Tunisie. Nous accompagnons depuis juin 2024 des jeunes de 18 à 30 ans, aujourd'hui sur 2 sites pilotes, un à Sousse et un à Kérouan. Et à ce jour, 329 jeunes ont été accompagnés. Et pour expliquer notre démarche, j'aime beaucoup une métaphore utilisée par nos équipes, c'est celle de la boussole. Alors, les jeunes qui arrivent au dispositif national de la Nouvelle Chance ont souvent perdu le nord. Par exemple, plus de 40% du dernier groupe à Sousse avaient arrêté leurs études depuis plus de 5 ans et ils ne savent plus où aller. Et pour cela, nous utilisons les immersions professionnelles comme un outil très concret de recalibrer cette boussole. Alors, dès la 3e semaine au dispositif, chaque jeune fait un premier stage d'une semaine dans un métier qu'il choisit. C'est souvent un moment clé dans le parcours parce que le projet devient réel et parce que la boussole, justement, commence à se régler. Si le métier plaît, on approfondit, sinon on explore autre chose. Et petit à petit, le jeune clarifie ses envies et construit un projet réaliste. Nous valorisons ici chaque petite avancée à travers ces stages qui mettent en pratique toutes les compétences du parcours, visées par le parcours, et bien plus. Parce que beaucoup de ces jeunes viennent d'un long parcours d'échecs, notre objectif, c'est de les aider à sortir de ce cercle vicieux pour entrer dans un cercle de réussite, si vous voulez. Je voudrais partager avec vous un témoignage très parlant. Lors de notre dernière rencontre avec les alumni du dispositif, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir Eya. Eya, c'est une jeune sortie du dispositif en juillet 2024 et aujourd'hui, elle est en apprentissage en coiffure où elle doit trouver un stage toute seule. Elle nous a confié, avant le DSC, au premier refus, j'aurais tout abandonné. Cette fois-ci, elle a postulé dans plusieurs salons, essuyé des refus et elle a continué. Et finalement, elle a décroché son stage. Alors, ce qui a changé ici, c'est que les dispositifs nationaux de la Nouvelle Chance ne lui a pas seulement donné des outils,
il lui a aussi donné la confiance pour persévérer. Et pour nous, c'est exactement cela, finalement, l'impact. Euh, Aujourd'hui, 76% des jeunes du dispositif sortent vers une solution positive, ou ce qu'on appelle dans la présentation une sortie positive. Mais au-delà des chiffres, ce sont des jeunes qui développent autonomie, persévérance et capacité à se projeter. Alors, ces immersions aussi marchent grâce à ce que j'aime appeler les 3 P: personnalisation du parcours, pédagogie de la réussite et partenariat solide. Euh, pour parler du premier P, c'est la personnalisation réelle du parcours selon les besoins spécifiques du jeune. Le deuxième P pour la pédagogie, parce que je suis coordinatrice pédagogique, donc j'aimerais mettre ça en avant. Et surtout, pour nous, c'est la pédagogie de la réussite qui met en valeur toute avancée du jeune et l'engager dans une dynamique positive. Et le troisième P, c'est pour les partenariats solides avec les structures institutionnelles comme le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi en Tunisie, qui, au vu des résultats achevés par le dispositif, ont décidé de nationaliser le dispositif, ce qui ne donne pas seulement de la reconnaissance, mais aussi de la crédibilité. Pour les partenaires privés, on a plus de 70 entreprises partenaires engagées dans la prise en charge des stages d'immersion dans notre parcours en alternance. Notre expérience au dispositif national de la nouvelle chance montre que, quels que soient les contextes, lorsque nous, les semeurs d'avenir, redonnons aux jeunes des repères et calibrer leur boussole, encore une fois, de la confiance et du pouvoir d'agir, ils sont capables de construire leur avenir. Merci pour votre attention et je cède la parole à Camille pour la suite. Merci beaucoup, Radija, pour ce témoignage qui est très inspirant et puis du coup qui montre, en lien avec ton troisième P, hein, l'importance de nouer des partenariats forts aussi avec les entreprises pour justement permettre aux jeunes de s'immerger au plus près de la réalité du monde du travail et des métiers. En République centrafricaine, le défi, il est un petit peu différent. Il s'agit surtout de proposer des parcours qui sont différenciés et puis adaptés aux capacités et aux contraintes de chaque jeune dans un contexte de très très forte précarité. Parce que pour donner quelques chiffres, 70% de la population y vit sous le seuil de pauvreté, et puis 30% des jeunes de 20 à 24 ans sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. Il y a une vulnérabilité accrue des jeunes femmes, et donc dans ce contexte-là, les ruptures scolaires, elles sont souvent très précoces, cumulatives, et elles sont liées à la pauvreté des ménages, au déplacement, à l'insécurité qui sont liées au conflit, et puis aussi au manque d'offres de formation qui sont accessibles pour les jeunes. Jim, toi, tu es chef de projet au sein de l'IECD en Centrafrique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que dans le cadre du projet IPAGE, vous mettez en place justement un parcours progressif qui permet aux jeunes de s'orienter vers différentes voies, soit la formation professionnelle, soit l'apprentissage ou soit l'entrepreneuriat? Merci Camille. Bonjour à tout le monde. Je vais vous expliquer comment la spécialisation agit comme un point de bascule entre décrochage et engagement des jeunes. Pour nous, les semeurs d'avenir en République centrafricaine, la préformation, c'est un sas entre la formation ou l'emploi. Et elle s'adresse à des jeunes qui ont décroché et qui n'arrivent pas à se projeter. On y travaille d'abord la remobilisation, la confiance en soi, à travers des temps collectifs et des entretiens individuels. L'objectif est de passer vraiment de l'incertitude à un choix éclairé. Et dans ce contexte, donc, la préformation joue un rôle très essentiel. Elle permet de remobiliser, de sceller les parcours et surtout d'éclairer les orientations que nous apportons aux jeunes avant leur entrée en formation qualifiante ou dans un dispositif d'insertion ou dans un accompagnement à l'auto-emploi. Et sur notre projet, nous avons la spécialisation est vraiment au cœur du processus d'orientation. Elle permet aux jeunes de choisir progressivement une voie adaptée à son profil
plutôt que de subir une orientation, par défaut, j'allais dire. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Nous proposons donc trois parcours de spécialisation clairement identifiés et choisis avec les jeunes. Il y a d'abord la formation professionnelle qualifiante, ensuite l'apprentissage et insertion professionnelle, et enfin l'entrepreneuriat. Notre approche, elle repose sur une organisation pédagogique commune, axée sur un tronc commun. Nous travaillons sur la confiance en soi, la posture, le projet de vie et le projet professionnel des jeunes. Sur des modules aussi vraiment différenciés selon la spécialisation choisie par les jeunes. Les contenus sont modulables avec un emploi du temps aussi adapté aux situations personnelles des jeunes, notamment pour les jeunes femmes et les filles mères surtout. La mise en œuvre de ce dispositif repose donc sur un travail assez étroit avec les maisons des jeunes et de la culture et des centres de formation professionnelle ainsi que des centres de formation en entrepreneuriat. De ce point de vue, la spécialisation devient donc un outil d'orientation vraiment active, fondé sur l'expérimentation, l'accompagnement et le réalisme. Un cas vraiment très touchant, c'est aussi celui d'une jeune de 24 ans, une jeune fille mère, Agathe Laetitia, qui nous était parvenue avec des perspectives non éclairées, et elle nous fait savoir à travers des entretiens qu'elle ne sait quoi faire et elle veut vraiment entreprendre quelque chose. Et elle a opté, elle a vraiment manifesté ses intérêts pour l'entrepreneuriat et elle a dû intégrer le parcours de formation en entrepreneuriat des porteurs de projets. Et elle a passé des formations sur 5 semaines, donc 1 mois et demi, émaillé de 12 modules enseignés durant ce temps de parcours de porteur de projet. Aujourd'hui, elle est vraiment engagée dans un parcours structuré et elle se projette concrètement dans une activité génératrice de revenus. Lors de l'accompagnement et des visites aussi, étant une fille mère, des difficultés à subvenir aux besoins même primaires de son enfant. Avec l'accompagnement des formateurs en entrepreneuriat, elle a pu avoir un business model, un business plan vraiment viable qui a permis de lui octroyer des kits, qui a permis de développer son AGNR et en attente actuellement d'un appui financier de notre dispositif d'initiative Bangui. Et donc, c'est un cas vraiment touchant de ces jeunes qui errent et qui, après notre accompagnement, elles parviennent à pouvoir avoir un avenir plus rassurant et serein. Ben, les effets aussi de cette approche sont visibles à plusieurs niveaux de notre dispositif, notamment les jeunes qui reprennent confiance en eux et ils parviennent à formuler des projets réalistes à l'exemple de Agathe. Les résultats aussi chiffrés confirment cet impact, à savoir 73% des jeunes s'engagent à suivre une formation ou alors à reprendre les études. Et aussi 100% de ces jeunes déclarent avoir confiance en eux et à pouvoir avoir une capacité de construire un avenir vraiment rassurant. Et pour nous, cette approche ouvre des perspectives vraiment de déploiement à plus grande échelle, notamment à travers le travail plus étroit que nous développons avec les maisons des jeunes et de la culture, mais aussi le partenariat avec le ministère de la Jeunesse qui contribue à diversifier l'offre existante et à nourrir aussi une politique nationale d'orientation des jeunes. Voilà un peu l'explication que j'aimerais donner pour vous faire comprendre que la spécialisation, pour nous, agit comme un point de bascule entre le décrochage et un engagement vraiment réel. Merci, Camille. Merci beaucoup, Jim. C'est très impressionnant, ce projet et tous ces résultats dans un pays qui est pas si évident. Ça permet vraiment de comprendre et que c'est l'importance de cette spécialisation des parcours pour avoir derrière une trajectoire d'insertion qui est adaptée au profil des jeunes.
Merci beaucoup à tous nos intervenants qui, du coup, à travers la présentation de ces projets, nous ont permis voilà, de mieux voir les réponses qui peuvent être apportées et des réponses qui sont ancrées dans le terrain, mais qui posent aussi des questions qui sont plus larges. Comment est-ce qu'on peut soutenir ces approches à l'échelle des politiques publiques? Comment est-ce qu'on peut les financer et les inscrire dans la durée? Et donc, du coup, pour prendre de la hauteur sur ces enjeux, je propose maintenant de rentrer dans le dernier temps de ce webinaire et de donner la parole à Alexandre Berton du Murgier, donc de l'Agence française de développement, pour une mise en perspective justement du rôle des politiques éducatives et des financements en matière d'orientation, d'éducation et d'insertion. Alexandre, je te laisse la parole. Merci Camille, bonjour à toutes et à tous et un grand merci pour cette opportunité de pouvoir contribuer à ce webinaire. Donc l'idée effectivement, c'est de prendre un peu de recul par rapport aux échanges qui ont eu le partage d'expérience qui a été que porté les différents interlocuteurs jusqu'ici. Moi, ce que je retiens, la première chose en tout cas, et c'est ce qui ressort en tous ces échanges, c'est que tout d'abord, l'orientation, on voit bien que c'est un dispositif qui nécessairement doit s'adapter aux différents profils. Ce n'est pas les mêmes, en fait, profils que vous avez entre des jeunes qui ont été déscolarisés. Pour l'exemple du CRS et du Sésame, qu'on connaît bien, ce sont des jeunes qui sont vraiment dans le cours de leurs études et donc nécessairement, on a des dispositifs qui doivent s'adapter à des profils différents et des enjeux qui peuvent être différents. Le deuxième élément, et je pense que c'est bien ressorti, c'est la nécessité d'accompagner un projet qui est personnel. Et ça, c'est un point qui est important. C'est un jeune qui va construire un projet et qu'il va falloir accompagner en cela. Et je pense qu'on a eu des exemples particulièrement parlants ce matin. Et ça, c'est quelque chose qui était intéressant parce que je voyais deux exemples qui apparaissaient à travers Madagascar et le programme CRS, où on insiste bien sur le rôle des parents qui doivent s'engager. Et j'ai noté aussi à côté le Liban, parce que alors ça n'a pas été dit là, mais dans une version précédente de la présentation, j'avais noté cette notion un peu de l'environnement qui pouvait interférer. Et je comprenais un peu au sens négatif par rapport à un projet personnel, en tout cas, que pouvait porter le jeune. Donc, on voit bien qu'on est un peu sur cette tension entre l'environnement du jeune et en particulier sa famille. C'est quelque chose qui peut être positif à Madagascar ou en tout cas un point éventuellement de vigilance à avoir sur l'exemple du Liban. Et enfin, dernier élément que je retiens et que je trouve très important, c'est la notion de construction. C'est quelque chose qui se construit sur un temps long et notamment dans le cadre de Sésame, on voit bien, même de l'ensemble, que ici, il s'agit d'accompagner la construction d'un projet avec différentes étapes, avec différentes opportunités, notamment l'opportunité d'immersion ou de rencontre avec des professionnels. Ça, c'est un peu les éléments que je retiens des échanges et du partage d'expériences de ce matin. Peut-être de mon côté aussi, faire référence, quand je mets des compléments FIP, FIP, c'est le groupe FIP auquel contribue l'IECD et que je trouve très intéressant parce que l'orientation, je dirais pas surtout, mais c'est aussi un métier. Et je trouve vraiment très intéressant le travail qui a été fait par l'IECD notamment et avec d'autres ONG dans le cadre du groupe FIP sur le métier de conseiller. Et donc, je renvoie et la présentation qui, je pense, va vous être transmise. Il y a des liens comme ça hypertextes sur lesquels vous pouvez cliquer. Alors, je n'ai pas retrouvé en ligne le document qui date, certes ancien, sur le métier de conseiller, mais que je trouvais très intéressant. De même, un outil qui a été, là, j'ai en version papier, mais pas en numérique. Donc, un diagnostic qui permet d'identifier le potentiel d'installation. Donc, on voit bien la complexité, je vais y revenir du sujet, de pouvoir faire un diagnostic sur le profil de la personne, son projet, pour pouvoir l'accompagner au mieux. Tout cela, ces outils conçus au niveau du groupe FIP dont fait partie l'IECD, ça peut être des outils intéressants aussi à prendre en compte dans les interventions que l'on peut avoir. Alors, au niveau du groupe AFD, je pense que ça c'est revenu aussi implicitement. Il y a effectivement une importance qui est attachée à tout ce qui relève de l'orientation parce qu'on est dans une logique d'accompagner des parcours d'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, dans ce cadre-là, l'orientation joue un rôle déterminant. En termes de logique d'intervention, on voit bien que le plus pragmatique, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'expérience, notamment d'ONG comme l'IECD, et d'accompagner le lien qui peut être fait avec les politiques publiques. Et en cela, je salue vraiment
nos collègues là, de Tunisie et puis de République centrafricaine qui faisaient part, par exemple, de faire le lien avec le ministère de la Jeunesse pour la République centrafricaine, évoquer une politique nationale d'orientation des jeunes. Donc, vous voyez, donc de favoriser ce lien entre l'action ponctuelle sur laquelle vous pouvez répondre à des questions très concrètes comme celle de Lorraine, je voyais, qui était posée dans le chat sur voilà, comment concrètement on peut favoriser ces dispositifs d'immersion. Ça, vous pouvez le faire de manière très concrète. Vraiment, ce qui est essentiel, c'est de faire le lien après avec les politiques publiques. Et là, on peut jouer un rôle. À titre d'exemple, là récemment, à travers le guichet OSC, donc on finance vraiment une ONG cambodgienne, CIPAR, pour mener ce travail-là en zone rurale, tout en suivant l'évolution de la politique publique. Politique publique, Madagascar, article 40 de la politique nationale emploi-formation professionnelle, qui précise bien justement la nécessité, c'est une loi, de pouvoir accompagner le développement d'un réseau de conseillers d'orientation. En lien avec ça, l'IECD avait travaillé avec l'AFD puis avec l'UNESCO sur l'élaboration des référentiels et la formation des conseillers d'orientation. Vous voyez, donc c'est cette articulation entre un dispositif ponctuel et la politique publique qui est vraiment déterminante. Ça ne va pas de soi. Si on reprend l'exemple de Cap Insertion que le GRET avait mis en place en Mauritanie, donc là on est au début des années 2010, donc ça avait été accompagné par l'AFD via le financement C2D. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Il existe toujours des bureaux d'insertion en Mauritanie, mais on voit bien que l'accompagnement est nécessaire et qu'il faut jouer sur ces deux échelles, ONG et politique publique. Et donc, pour finir, puisqu'on me demande un peu une ouverture sur les politiques publiques en question, alors, les enjeux étant les mêmes en fonction des environnements. Ce que je voulais partager comme élément en termes de grande réflexion sur le sujet, la première, et c'est pour ça que j'ai choisi ce logo à côté là, sur la notion lifelong, tout au long de la vie. Vous savez que l'objectif ODD 4 fait référence à l'apprentissage tout au long de la vie. C'est vraiment de passer à une orientation tout au long de la vie, lifelong guidance. Donc ça, c'est au niveau européen que l'enjeu, il est vraiment là. Sortir de l'orientation scolaire, orienter pour insérer, non, c'est orienter tout au long de la vie parce qu'on a tous besoin, et peut-être vous ici, je ne vais pas poser la question comme collègue de Tunisie, mais vous avez peut-être des idées d'évolution, de reconversion, donc vous avez besoin d'avoir recours à un dispositif d'orientation. Donc ça, c'est un des gros enjeux en Europe, ça fait très longtemps. Je vous ai mis le lien aussi avec les sources du réseau qui avait été mis en place dans les années 2010. Ce n'est pas simple, mais c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, en particulier parce qu'il y a beaucoup de ressources quand on est en formation continue qu'on n'a pas forcément quand on pense au profil des conseillers d'orientation scolaire, quand on est dans cette phase d'insertion. Donc, ce n'est pas dire, c'est pas mettre de côté l'orientation scolaire et l'insertion, mais de l'intégrer dans un continuum tout au long de la vie. Deuxième élément, c'est vraiment mettre en avant une approche par les parcours. Et les parcours, ça veut dire vraiment partir, non pas de qu'est-ce que je vais faire plus tard comme formation, mais de partir du métier ou de l'environnement scolaire et d'en déduire ensuite un parcours qui permettra, par les formations, de rejoindre ce métier ou cet environnement. L'exemple que je donne, qui est un exemple pas simple, on aura bientôt un webinaire sur le sujet, c'est Parcoursup, dont vous avez peut-être entendu parler en France. Et Parcoursup, ce n'est pas un logiciel seulement, c'est un logiciel, mais c'est aussi accompagné tout au long donc, du parcours scolaire, et ça c'est un gros déficit en France, le parcours du jeune. À titre d'exemple, si je mets entre parenthèses LVMH, ce n'est pas une publicité, c'est que j'ai été frappé, puisque je suis en plein Parcoursup avec ma petite fille actuellement, ma petite fille elle a 16 ans, et là on a été ce week-end dans un salon qui était pour le coup pour la première fois bien organisé, parce qu'en fait, à travers cette organisation proposée par LVMH, il y avait une première immersion dans les métiers, puis ensuite des propositions de formation. C'est cette idée-là, en fait, vous voyez, de partir, de comprendre. Et donc, on voit bien toute la complexité, pour finir, de ce qu'on est en train de dire. Je voudrais qu'on en prenne tous et toutes la mesure. Ce qu'on dit là est extrêmement complexe. Ça veut dire que toute orientation, elle est en lien avec un environnement qui, comme vous le savez, quelle que soit la géographie, change énormément et de manière permanente. Et donc ça, c'est une immense complexité. Et si je reviens sur des géographies de pays d'intervention, notamment en Afrique ou, par exemple, à Madagascar, vous avez 90% de l'économie informelle. Et évidemment, ça pose des questions d'orientation, parce que l'orientation telle que j'ai pu la connaître quand j'étais à Madagascar était souvent pensée comme si on était dans un pays où on était à 100% d'économie formelle, où tout le monde se prépare pour son CV. Donc, vous voyez, c'est toute cette difficulté, cette complexité,
Mais là, l'idée, c'est pas d'en avoir peur, mais au contraire, de embrace complexity, ça veut dire de faire avec. Et ça, ce qui est formidable avec vos actions au niveau des pays concrètes, au niveau de l'IECD, c'est que vous pouvez arriver justement à montrer qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que derrière se joue le parcours des jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette mise en perspective qui nous rappelle qu'en effet, l'orientation ne peut pas être pensée uniquement comme une succession d'initiatives isolées, mais vraiment comme un enjeu systémique au croisement de l'éducation, de l'emploi, du développement, des compétences tout au long de la vie. Et puis, bah, moi, je trouve que votre intervention, elle a aussi mis en lumière l'importance de la coordination, voilà, entre les acteurs, le rôle des partenariats aussi public-privé, l'inscription d'orientation dans les politiques publiques durables et capable d'accompagner les jeunes à chaque étape de leur parcours et puis aussi les adultes à chaque étape de leur vie. Donc, ces enseignements, ils font directement écho aux projets enfin, aux initiatives qu'on vous a partagées aujourd'hui à travers des contextes qui sont très différents. Ce qu'on peut retenir, c'est que, pour conclure, l'orientation, donc, c'est un levier qui est transversal à l'interface entre éducation, insertion, développement des compétences. Elle est d'autant plus efficace lorsqu'elle intervient tôt et à des moments de transition clés. Et puis, les réponses, elles doivent être adaptées au profil des jeunes, qu'ils soient scolarisés ou en rupture. Enfin, donc, ce qu'on peut aussi retenir, c'est que malgré la diversité de ces contextes, et ça c'est très important, au final, ces approches, elles sont réplicables et elles peuvent être adaptées à d'autres géographies en s'appuyant sur les acteurs locaux, on l'a vu, les entreprises, les associations, et puis aussi en influençant positivement les politiques publiques et les pratiques institutionnelles. Et c'est une dynamique d'essaimage donc, qui peut s'opérer entre les pays des Suds, mais aussi des Suds vers la France. Et à l'IECD, c'est vrai qu'on est particulièrement fiers ces dernières années d'avoir pu transférer en France des expertises qui sont construites sur nos terrains internationaux. On travaille notamment actuellement au lancement d'un projet dédié à l'orientation des publics vulnérables à Argenteuil, et donc on espère pouvoir vous en dire plus davantage au cours de l'année. Du coup, on arrive maintenant à notre temps de questions-réponses. Merci beaucoup à nos intervenants, merci beaucoup Alexandre. Voilà, tout au long du webinaire, vous avez pu poser des questions, réagir, et vous pouvez d'ailleurs continuer à le faire maintenant. On va prendre environ 15 minutes pour y répondre et en revenant notamment sur une sélection de certaines de ces questions. Encore une fois, si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on enverra un petit compte rendu après le webinaire et vous aurez la chance d'avoir votre réponse. Du coup, la première question est pour Eddy au Liban, donc une question de la part de l'AFD. Pour bien comprendre le concept des ateliers, pour favoriser la découverte des métiers, est-ce qu'il s'agit de créer de créer et équiper des ateliers de découverte des métiers au sein des écoles? Est-ce que vous avez envisagé de nouer des partenariats avec des entreprises pour organiser des immersions directement en milieu professionnel? Voilà, il y a deux questions en une. Oui, donc pour répondre à la première question, l'idée de notre intervention, un peu, c'est une intervention mobile. On a l'équipement du projet on s'installe dans une école pour une durée déterminée pour accompagner les jeunes de cette école. Puis, une fois les ateliers sont clôturés, on transfère le matériel à une autre école, tout en continuant le soutien et l'accompagnement des jeunes post-atelier sur une durée à peu près de 6 mois après les ateliers. Et donc, soit l'école a des équipements ou du matériel prêt, on utilise ceux de l'école, soit on apporte nos matériels et on le reprend à la fin de chaque atelier. Vu qu'on cible les classes secondaires, spécialement entre 15 et 18 ans, c'était la façon la plus optimale vis-à-vis le budget et le coût du projet. On regarde la deuxième question. En fait, il n'y a pas d'immersion professionnelle, mais il y a la découverte avec des entreprises. Donc, il y a des visites d'entreprises ou, par exemple, des visites d'entreprises industrielles pour tous les métiers industriels, des visites, par exemple, d'un hôtel pour tous les métiers d'hôtellerie, etc. Donc, les jeunes auront la chance de discuter avec les employés, avec les directions et voir aussi de plus proche la réalité du travail. Mais ce n'est pas orienté vers un emploi, mais plus une orientation. Merci Eddy pour ta réponse. J'ai une deuxième question pour Caroline de la part de Jeannot. Quel outil utilisez-vous pour permettre aux parents de comprendre les principaux
aspect du processus d'orientation? Quelle méthode, quel support est-ce que vous employez en fait pour leur présenter les offres de formation qui sont existantes à Madagascar? Et puis voilà, concrètement, comment est-ce que du coup vous les impliquez, les parents, pour qu'ils deviennent des acteurs du parcours de leur enfant, du projet de vie de leur enfant? Merci pour cette question qui est très intéressante. Alors c'est vrai que nous, les écoles de parents, c'est une fois par trimestre. Pour impliquer les parents, on fait souvent des méthodes assez participatives. C'est des questions qu'on pose, il y a de l'interaction entre les parents. Il y a des supports qui sont concrets et qui sont assez visuels. Il y a souvent un rétroprojecteur qui permet de montrer, pour que les parents puissent le visualiser. Ça, c'est pour répondre à la première question. Donc, c'est vraiment, et c'est une fois par trimestre et ça dure quand même pendant 2-3 heures, ces moments-là. Et il y a un temps d'échange à la fin de l'école de parents pour que les conseillers d'orientation puissent avoir un petit temps individuel avec les parents. Et pour tout ce qui est l'implication des parents, en fait, les écoles de parents, elles ne sont pas que sur l'orientation, elles sont sur d'autres thématiques aussi, et notamment des thématiques qui sont l'écoute active, l'accompagnement, le soutien, etc., etc. Et en fait, c'est le combiné de ces écoles de parents sur l'orientation plus des écoles de parents sur de l'écoute active qui permet de sensibiliser vraiment à un dialogue parent-enfant et autour justement des choix d'orientation. Merci Caroline pour ta réponse. Comme on a encore un peu de temps, j'enchaîne avec une troisième question pour Radija de la part de l'AFD. Comment est-ce que vous mobilisez les patrons pour recevoir les jeunes en immersion professionnelle? En fait, quel est l'intérêt des entreprises? Radija, la question elle est pour toi si tu nous entends. Donc, la question, c'était la mobilisation des entreprises. Comment est-ce que Euh, vous faites pour les mobiliser? Et puis au final, quel est leur intérêt à leur niveau de recevoir des jeunes en immersion professionnelle? Merci. Donc, déjà, il y a Mohamed Tahar Sdiri qui a répondu dans le chat. On a une équipe entreprise d'enfer dans Mohamed Tahar Sdiri. Le repérage et l'engagement des partenaires se font au quotidien. On élargit en permanence notre réseau parce que chaque jeune arrive avec un projet différent. Par exemple, récemment, un jeune voulait découvrir la mécanique bateau. Et ici, Mohamed Tazdiri, encore une fois, il a visité plusieurs ports en Tunisie jusqu'à ce qu'on trouve une entreprise prête à l'accueillir. Donc oui, c'est très opérationnel, beaucoup de terrain, beaucoup d'appels, beaucoup de relationnel. Mais surtout, on a compris une chose, c'est que la première prise de contact avec ces entreprises est décisive. Il faut avoir un discours clair, engagé, qui explique très bien le dispositif, et puis un vrai suivi dans la durée avec ses partenaires. Donc, la première question qu'on nous pose toujours, c'est quel est le cadre légal? Et là, notre partenariat avec le ministère est très important. C'est rassurant, c'est structurant. Et aussi l'assurance des jeunes, qui est aussi facilite énormément l'adhésion des entreprises. Et puis, avec l'équipe entreprise, on a pris du recul et on s'est rendu compte d'un unexpected outcome, c'est un résultat non attendu. C'est qu'au-delà du cadre et des aspects pratiques, beaucoup de partenaires s'engagent tout simplement par citoyenneté ou par humanité. Donc, ils accueillent ces jeunes parce qu'ils veulent transmettre, donner une chance, une nouvelle chance et contribuer concrètement à leur insertion. Donc, il ne faut jamais hésiter à tester de nouvelles méthodes et d'être agile dans nos projets. Euh, c'est une combinaison de cadres clairs, d'accompagnement de proximité et d'un engagement humain qui fait que ça marche. Merci beaucoup, Radija, pour cette réponse. Euh, je pose une autre question qui n'a pas forcément été ciblée sur un projet en particulier. Euh, c'est comment est-ce que en fait, on évalue l'adéquation entre le projet professionnel du jeune, son profil, et puis les objectifs du projet. En gros, c'est quoi la démarche qu'on peut engager en cas de différence entre ce que le jeune souhaite et ce qui est vraiment réaliste. Est-ce que
François-Xavier, peut-être tu peux nous dire à Sésame, et puis si on a le temps, Jim, sur la Centrafrique, comment est-ce que vous faites dans ces cas-là? Alors oui, effectivement, la question est importante parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On parle de projets de toute une vie. Donc nous, il y a différents accompagnements pour sécuriser vraiment le projet du jeune. On a dans un premier temps l'éducateur, le tuteur qui va vraiment suivre le jeune tout au long de notre année préparatoire pour s'assurer que son projet de vie correspond bien à ce qu'il est profondément. Et après, nous avons un comité qui va valider le jury, qui est composé de plusieurs personnes, pour pas que la décision ne repose sur qu'une personne. Donc le tuteur, prof principal, pardon, qui va vraiment appuyer le tuteur. Donc voilà, c'est une multitude de personnes. Il y a aussi euh, notre chef orientateur, voilà, notre moyen pour bien valider un projet d'orientation, c'est de multiplier les accompagnateurs pour sécuriser, pour s'assurer que voilà, on accompagne correctement la personne. Merci pour ce partage. Jim, si tu veux intervenir. Oui, oui. Ce que je voudrais aussi partager est que durant tout le parcours de préformation où la remobilisation permet aux jeunes de pouvoir se spécialiser notamment, il y a en fin du parcours de préformation ce que nous appelons ici, voilà, dans notre jargon, la mini-soutenance. Et donc, le projet de vie du jeune, le projet professionnel du jeune, fait l'objet d'un passage en une lecture et un jury est constitué pour pouvoir échanger avec le jeune minutieusement, orienter, donner des conseils et valider le projet de vie si cela tient et faire des recommandations et des suggestions même pour la prochaine passerelle parce que si le jeune choisit d'aller en entrepreneuriat, par exemple, la phase qui l'attend, c'est aussi de soit confirmer ce projet et donc le matérialiser à travers son parcours de 5 semaines et qui sera sanctionné par un plan d'affaires qui lui permet, assez light, assez léger, qui lui permet de pouvoir mettre, euh, dérouler et mettre en pratique son projet, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai souligné en passant pour Agathe, mais il y a aussi beaucoup d'autres jeunes dont, des fois, les projets ont été réorientés en fonction de l'environnement, en fonction de la viabilité même du contexte de son activité entrepreneuriale. Et donc, tout un dispositif qui permet de sécuriser vraiment le choix ou alors de pouvoir réorienter le jeune pour éviter que le jeune ne retombe à la case de départ. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Jim, pour ce retour. Je vois qu'on arrive voilà, à la fin de notre webinaire. On a dépassé de 3 minutes. Euh, Merci beaucoup pour votre attention. On sera ravis de poursuivre les échanges avec vous et puis aussi d'explorer ensemble comment est-ce que ces solutions elles peuvent être déployées ailleurs en appui des institutions publiques. Euh, voilà, n'hésitez pas à suivre notre LinkedIn sur lequel on va aussi partager des prochains webinaires. N'hésitez pas à proposer des thématiques ou d'autres intervenants externes. On serait ravis d'en organiser ensemble. Je redis un grand merci à nos intervenants de l'IECD, des Semeurs d'Avenir, mais aussi Alexandre de l'AFD. C'était très intéressant d'avoir tous ces échanges, ces partages de pratiques et puis ces regards croisés du micro au macro. C'est très riche. Donc merci beaucoup à tous. On reviendra vers vous avec la synthèse des réponses à vos questions. Et puis on vous dit au prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.